Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, il est intitulé Savoir dire non, astuces et erreurs à éviter. Et on a l'immense plaisir d'accueillir Christelle, donc, qui est coach pour dirigeants et préparatrice mentale. Je vais, comme à chaque fois, vous représenter rapidement un petit peu mes avis de ce qu'on fait. Donc, on a près de 11 000 praticiens qui nous font confiance. On fait de nous la troisième communauté nationale en France. On a 15 réseaux de télé-expertise, comme je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, en gros centres spécialités qui sont représentés. On fait de la téléconsultation, de la téléexpertise, du télésoin, de l'adressage, de la téléconsultation assistée, rappel patient, des agendas partagés, de la messagerie, enfin plein de choses. On a plusieurs projets, dont trois principaux en ce moment. Un projet avec l'HAD pour de téléconsultation assistée, la téléexpertise en psychiatrie entre psychologue et psychiatre, une ESS en cardio et une partie de soutien psychologique pour les infirmières. Des réseaux de téléexpertise auxquels vous pouvez faire appel via le petit onglet téléexpertise sur votre espace mail d'avis. Donc, on est une quinzaine actuellement. Voilà, on existe depuis 2014. On est basé à Vannes. C'est une photo qui n'a pas été prise aux Caraïbes, mais sur l'île des Glénans. Et on est à peu près 35 actuellement. Je dis parce qu'il fait beau aussi en Bretagne. Au sommaire, on verra les postures verbales et non verbales, les techniques de communication, les erreurs à éviter en téléconsultation et pourquoi il nous a paru important de faire un live comme ça. Et rassurez-vous, je pense qu'il y en aura d'autres vu l'ampleur du sujet. C'est deux articles qui m'ont un petit peu étonné. Le premier, c'est que finalement, les patients, ils ont une confiance incroyable en nous. On est la profession qui a le plus haut niveau de confiance de la part des Français. C'est un sondage, ça, de 2021. Et dans le même temps, on constate qu'il y a une souffrance énorme au niveau de la population. Ça, c'est un article qui était paru en 2018 qui montrait que, en gros, 50% des professionnels, enfin des médecins, que ce soit public, privé, libéraux, salariés, sont en situation de souffrance importante. Donc, il y a une grosse dichotomie entre les deux. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que on soit conscient que les gens nous font confiance et qu'on ait confiance en nous et soit bien. Et c'est pour ça que nous avons invité Christelle aujourd'hui, qui va essayer de nous donner quelques ficelles. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on va essayer d'être le plus synthétique possible. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions ou directement sur le chat. On va essayer de les compiler. Je pense qu'il y en aura beaucoup et on y répondra à la fin. Christelle, du coup, je te laisse la parole. Si tu peux te représenter un petit peu et puis après c'est parti. Alors bonjour à tous, déjà merci de m'accueillir. Je suis Christelle Blandin, je suis coach pour dirigeants et préparatrice mentale pour sportifs de haut niveau ou sportifs en devenir. On m'a sollicité pour savoir dire non. Savoir dire non, c'est apprendre et dire oui. Mais ça se fait pas comme ça serait assez simple. Et donc le sujet m'a pertinemment intéressée puisque on parlait du sujet du burn-out, on parlait de la souffrance. Et pour moi, la première chose, c'est déjà d'apprendre à se connaître. Et avec Nicolas, dans nos échanges, on a parlé en fait de croire en soi. Croire en soi, la question qu'on aimait vous poser, c'est déjà, est-ce que vous avez affiché votre certificat ou en tout cas votre diplôme? Pourquoi? Parce que si la première personne qui doit croire en soi, c'est vous, il faut afficher votre diplôme. Pourquoi? Parce que 7 ans d'études ne vont pas remplacer les 3 minutes ou 4 minutes que votre client va passer sur Internet pour faire un auto-diagnostic de ce qu'il a et de venir vous voir en vous disant, voilà, docteur, je sais, il me faut juste une ordonnance.
C'est pas aussi simple que ça. Et savoir dire non à toutes les sollicitations que vous avez dans vos professions, dans votre profession, c'est reconnaître votre valeur. Reconnaître votre valeur, c'est 7 ans d'études. 7 ans d'études, voire plus pour certains d'entre vous. Donc, c'est d'afficher, en fait, d'oser afficher. 7 ans, c'était il y a longtemps. Maintenant, on est plus sur 10, 11 ans. Oui. Voilà, 10, 11 ans. Merci, Nicolas. Donc, du coup, c'est encore plus important de mettre le diplôme puisque il a du poids. Et ce sentiment que vous avez où le patient arrive, il exige et il veut une ordonnance et il a en général un pré-diagnostic parce que le copain lui a dit que lui aussi il avait eu ça, peut vous remettre en doute par rapport à votre pratique. Et ne devrait surtout pas vous remettre en doute puisque vous êtes l'expert. Donc le fil rouge de l'organisation d'aujourd'hui des slides, c'est bien vous faire comprendre que votre expertise, elle est importante et qu'il faut la mettre en avant. Donc le petit sondage, c'est où avez-vous mis votre diplôme et là, on va pouvoir travailler à ce niveau-là. Après, la deuxième chose, les premières choses, c'était l'impact positif de dire non. Pourquoi dire non? Déjà par rapport à votre réputation. Je vais faire une petite aparté. Souvenez-vous, vous faites vos études et vous n'êtes pas encore avec votre nouveau professeur que déjà vous savez que il est dur, déjà vous savez que vous allez avoir plein de devoirs à faire, déjà vous savez que il est hyper laxiste et que c'est super facile de pas être soutenu dans ses cours ou de pas l'écouter. Votre réputation c'est la même. Soit vous avez une réputation que vous créez, soit vous laissez faire les autres pour vous créer votre réputation. Donc la réputation de toute façon il n'est pas compétent, c'est facile avec lui d'avoir une ordonnance pour avoir, je sais pas, 3 ou 4 mois d'arrêt de travail, ou de toute façon il est blasé, donc tu peux lui demander ce qu'il veut, il va te faire l'ordonnance. C'est à vous de savoir comment vous voulez qu'on établisse votre réputation. C'est par ce biais-là, en fait, que votre réputation, c'est celle-là qui va vous donner, enlever votre charge mentale. Enlever la charge mentale, c'est être en accord avec ce que vous voulez être et qui vous êtes et vos compétences. Du coup, la charge mentale, elle est lourde quand on se bat contre quelque chose. Vous, pour savoir dire non, l'impact positif du non, c'est d'être dans la confiance. Un patient qui vient vous voir, un patient qui vient vous voir, il est en confiance avec vous et vous devez avoir la confiance mutuelle avec votre patient. Donc, pour enlever cette charge mentale, si vous êtes sûr de ce que vous faites, donc de vos compétences, et si vous les remettez en revendication positive, ça va effectivement vous aider à dire non. Ensuite, on est parti on a trouvé un des outils de l'assertivité. Alors, pour reprendre le terme assertivité, c'est un terme un peu de coaching peut-être, mais c'est de l'engagement et de la confiance mutuelle, c'est-à-dire de vous permettre d'être dans du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous allez travailler avec votre savoir, vos compétences. Vous allez écouter votre patient, ce qu'il a besoin de vous communiquer par rapport à sa maladie ou en tout cas ce pourquoi il vient vous voir. Et de là, vous devez trouver l'équilibre entre savoir dire non, savoir lui dire oui et coopérer par rapport à sa problématique. Je vais vous expliquer un petit peu plus dans le détail sur les postures verbales et non verbales qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que l'assertivité, c'est du gagnant-gagnant. Chaque message, quel que soit son contenu, sa forme, c'est l'expression d'un besoin. Un patient qui vient vous voir, c'est qu'il a un besoin. Il peut avoir un besoin physique puisqu'il peut s'être cassé la jambe, avoir eu un accident ou alors aussi tout simplement pour être rassuré dans une situation dans laquelle il est, une souffrance émotionnelle, un choc traumatique. En tout cas, son message, il est de venir vous voir, donc il est en confiance. Cette confiance, on va partir du principe qu'il faut établir une posture avec votre patient. Et votre patient,
dès son entrée dans votre cabinet, la première personne qui voit, c'est votre secrétaire, votre environnement en tout cas, il va s'y sentir bien. Et on a ces 4 fois 20 qu'on vient d'afficher. Les 4 fois 20, c'est les 20 premières secondes sur lesquelles votre patient il va vous voir. Vous allez le voir, mais il va vous voir. Les 20 premiers gestes que vous allez faire, les 20 premiers mots que vous allez mettre en place et les 20 premiers centimètres. C'est-à-dire que cette posture, avant d'être verbale, vous avez une posture non verbale, c'est comment vous rentrez en communication avec votre patient. Votre patient, il est là parce qu'il a peur, parce qu'il a besoin, une peur, tout est relative, hein, mais il a besoin, il est dans des émotions, il a besoin d'être rassuré, c'est pour ça qu'il vient vous voir. Donc, votre posture à vous, elle va jouer sur l'incidence que vous allez avoir vis-à-vis de lui. Vous êtes énervé, vous arrivez énervé, votre patient arrive énervé, tout le monde est énervé, ça risque d'être un peu compliqué. Vous arrivez dans une posture où vous êtes en retard alors que votre patient est énervé. L'attitude de vous allez vous dépêcher, lui il est dans une attitude d'attente, un petit peu grognon. C'est ces 4 fois 20 qu'il faut réussir à rétablir pour qu'il y ait une confiance mutuelle et que ça soit en harmonie. Savoir dire non, si vous n'êtes pas en harmonie, tout à l'heure on va le voir dans l'assertivité, ça va être compliqué en fait de pouvoir dire non à votre patient qui attend quelque chose, alors que le diagnostic n'est pas le même, si déjà d'entrée, dans les 4 fois 20, vous n'êtes pas en harmonie avec votre patient. Excusez-moi. Défaut professionnel, moi, j'ai pas de patient puisque je suis coach, j'ai des clients. Donc, je vais essayer de rétablir à chaque fois mon vocabulaire. Les 20 premières secondes, c'est le sourire. C'est les premiers gestes que vous faites. C'est l'attitude dans laquelle vous arrivez, hein, votre démarche, les premiers gestes. Alors, maintenant, on check plutôt que de serrer la main. Ça met en confiance. Les 20 premiers mots, bienvenue, merci, excusez-moi d'être en retard. Donc, ce qui met votre patient, en tout cas, dans une bonne disposition. L'aparté, parlez pas dans le bas de la porte quand vous laissez passer votre patient. Il faut qu'il soit assis pour que là, vous puissiez rentrer en communication avec lui. Et puis, c'est aussi le moment où vous allez prendre la température des émotions. Alors, on a, et là, je vous apprends rien, on a les émotions primaires. Et c'est pendant ce moment-là que vous allez voir dans quel état est votre patient. Est-ce qu'il est dans une... Christelle, les 20 premiers centimètres, ce serait quoi du coup? Alors, les 20 premiers... On a fait les secondes, les gestes, les mots et les centimètres. Alors, les centimètres, c'est l'approche qu'il y a entre vous et votre patient. C'est la zone de... Le contact, pas le contact. La zone de... Exactement, c'est la zone de contact dans laquelle vous rentrez en contact. Les 20 secondes, c'est quand on est loin et qu'on l'aperçoit en fait. C'est la démarche entre le moment où vous rentrez... où il rentre et il vous aperçoit et vous l'apercevez. Alors que les 20 cm, c'est quand on est dans le contact. Donc, on parlait des émotions. C'est là où vous allez voir les émotions. Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est en joie? Donc, le verbal et le non-verbal, ça va vous permettre de voir en fait dans quel état est votre patient. Et de vous préparer, vous, à voir quelle émotion vous allez devoir traiter. Si vous traitez l'émotion, c'est-à-dire que si vous mettez, si votre patient, pardon, étant dans un état de peur, dans une émotion, vous allez l'entendre, vous allez le voir, vous allez voir que sa voix, elle tremble, vous allez reconnaître tous les gestes de mouvement, éventuellement des taches rouges, des joues rouges, des oreilles rouges, en tout cas, ou alors quelqu'un qui va être complètement renfermé. Vous allez voir son attitude non verbale, et puis il va commencer, et là vous devez créer un cadre de confiance. Et pour créer ce cadre de confiance, vous allez, déjà vous allez écouter. Alors, écouter, c'est ne pas interrompre. Écoutez, c'est de vous mettre vraiment dans l'ici et maintenant avec votre patient et d'écouter ce qu'il a à vous dire. On a envie d'aller plus vite.
Généralement, on écoute et on est déjà parti dans sa solution, alors qu'on devrait être dans l'ici et maintenant. Et dans l'ici et maintenant, c'est d'écouter ce qu'il a à nous dire sans l'interrompre. Le rassurer. Donc là, c'est par le ton de votre voix. Si vous, voilà, prendre une voix plutôt calme et plutôt posée. Parler avec un vocabulaire qui est compréhensible de votre patient. Et puis lui expliquer ce que vous avez compris en fait, hein, bien s'assurer que vous l'avez compris, que vous l'avez entendu et que vous êtes là disponible pour lui. Quand on est juste en aparté en téléconsultation et qu'on commence à écrire, ma voix va baisser, mes yeux vont quitter l'écran et donc du coup là le patient pourrait avoir l'impression que vous êtes en train de vous détacher de ce que vous lui dites. Donc prenez plutôt l'assurance de lui dire je vous écoute, je vais prendre des notes. Donc il est possible que mon visage change. En tout cas, la hauteur de mes yeux n'est plus vis-à-vis de votre regard, mais elle est plutôt sur le clavier. Donc ça, vous pouvez l'expliquer. Une fois qu'on traite la peur de le patient, qu'il a compris que vous étiez là rien que pour lui dans l'ici et maintenant, il va falloir que vous mettiez en empathie avec lui. Alors, l'empathie n'est pas la compassion. Qu'est-ce que l'empathie? L'empathie, c'est d'être ouvert à l'autre, de chercher à comprendre l'état dans lequel il est affectivement. Donc là, on revient sur les émotions. D'être à l'écoute de ses ressentis et de ses besoins, de quoi il a besoin, tout en restant bien sûr à l'écoute de ce qu'il vous dit, et de chercher à comprendre pourquoi les émotions et ses réactions, elles sont présentes. Des fois, la peur, elle est disproportionnée par rapport à ce qui est en face. Donc, c'est de notre devoir, et là, je le dis aussi pour les coachs, d'être dans l'empathie et pas dans la compassion. On n'est pas on n'est pas pour dire mais moi aussi ça m'est arrivé, ça n'intéresse personne. Là, la seule personne qui est intéressée, c'est le patient et ce qu'il a. Donc du coup, quand vous rentrez avec lui, même si ça vous intéresse pas ça vous intéresse pas ce qu'il dégage en fait, vous êtes déjà parti. Il faut rester dans ce qu'il est en train de vous dire pour bien qu'il comprenne que ce que lui vous dit est important et que vous prenez bien la possession de ce qu'il est en train de vous dire. En quoi ça va vous aider d'être dans l'empathie? Ça va vous aider d'être dégagé affectivement de ce qui est en train de se passer. Vous le comprenez, mais vous ne vivez pas ce que vit votre patient. Du coup, ça va mettre de la distance, et cette distance, elle est importante pour ensuite savoir dire non, même si ce qu'il vit est dramatique, même si ce qu'il vit est impactant pour lui. Il faut que vous, en tant que professionnel, et que nous, en tant que professionnels, on arrive à avoir cette distance. Et donc, c'est l'empathie qui va nous permettre d'avoir de la distance. Si vous êtes dans la compassion, si vous rentrez vraiment dans tout ce qu'il est en train de vivre et que vous pouvez partager votre vie en même temps que la sienne, ça ne va pas vous permettre de mettre de la distance dans l'affect. Et là, lui, il a besoin d'avoir quelqu'un qui met de la distance dans l'affect. Alors, dans les techniques de communication, on parle d'écoute active. Alors, écouter attentivement, c'est saisir chaque détail du message, verbal et non verbal, et même d'être capable de lire entre les lignes. Qu'est-ce qu'il me dit? Écouter attentivement, c'est qu'est-ce que je suis en train d'entendre et de comprendre de ce qu'il me passe comme message. Ici et maintenant, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est offrir votre disponibilité à cette personne. Et l'offrir de la disponibilité, c'est d'être capable de voir au-delà des mots de ce qu'il est en train d'exprimer. Arriver à pratiquer aussi, on va voir la reformulation. Pourquoi? Parce que si vous l'avez écouté attentivement, c'est que vous lui avez posé des questions. Vous avez commencé à lui dire, si j'ai bien compris, voilà ce que vous êtes en train de me dire. Si vous me permettez, je vais prendre des notes. Alors, vous n'allez pas lui dire, si vous me permettez, je vais prendre des notes. Mais vous allez prendre des notes pour bien comprendre ce qu'il vous a dit. Et ça montre aussi au patient que vous êtes là pour lui et qu'il a toute votre attention et qu'il est vraiment écouté et entendu par rapport à ce qu'il dit. Même si, j'oserais dire, même si le patient arrive en disant
Suzanne, elle a eu la même chose que moi et elle vous raconte l'histoire de Suzanne parce que Suzanne, elle a été soignée pour son genou qui a été blessé et elle pense qu'elle a la même chose que Suzanne. Soyez pas dans le jugement, c'est pas grave en fait. Si elle, ça lui fait du bien de déverser son histoire, vous, ça va pas vous impacter sur votre diagnostic parce que vous êtes l'expert. Donc, vous allez de toute façon ausculter votre patiente. Donc, c'est par contre d'essayer de libérer votre pensée justement sur toute cette charge mentale qui n'a pas d'impact sur vos compétences et votre expertise. Traitez les objections. Si vous notez tout ce que votre patient vous dit, à un moment donné, quand vous allez lui dire non, je suis pas d'accord, on va pas, je ne vais pas vous prescrire tel et tel médicament, vous aurez déjà toutes les objections qu'elle va vous mettre en phase de retour en disant non mais si, parce qu'on m'a dit que. Et là, vous aurez déjà toutes ces objections que vous aurez notées. Donc, il sera plus facile pour vous de reprendre ces arguments et de lui dire mais non, c'est pas possible en fait. Par rapport à ce que vous avez, voilà les prescriptions que je vais vous attribuer ou voilà les prescriptions que je vais vous donner. Vous me dites sur la communication, hein, c'est fluidifier l'échange en fait, et c'est d'être dans le questionnement pour que vous compreniez bien. L'écoute active, c'est de bien comprendre là où votre patient veut vous emmener. Donc c'est vraiment essayer de lire entre les lignes. Et pour ça, il faut être vraiment disponible. Reformuler, déjà, ça le rassure. Il a compris que vous avez bien été à son écoute. Et puis, s'il n'est pas d'accord ou s'il y a des choses qui sont pas comprises, il pourrait vous le dire. Mais non, docteur, c'est pas ce que je vous ai dit. Ou en tout cas, c'est pas comme ça que je voulais vous le dire. Donc, ça permet aussi de rétablir la discussion et l'échange. Après que vous ayez reformulé, il faut partir dans l'assertivité. Le fait de reformuler, ça veut dire qu'on est d'accord. Tout le monde est d'accord sur ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire. J'ai mal au genou, tout le monde est d'accord sur j'ai mal au genou. Maintenant, l'assertivité, c'est, on va dire que c'est d'être dans le gagnant-gagnant. C'est, en tant qu'expert, c'est pas à votre client à votre patient par contre de diriger ce que vous allez lui proposer, c'est à vous d'être entendu et de savoir dire non et de vous affirmer dans votre diagnostic. Vous avez pris le temps d'écouter votre patient, vous avez compris les émotions, vous avez compris tout ce qui lui était arrivé, vous avez bien validé avec lui qu'on était d'accord sur la reformulation, donc tout le monde va maintenant être à l'équilibre. Et puis, on va parler d'assertivité parce que ce gagnant-gagnant, c'est vous allez devoir et lui proposer dans ce diagnostic la prescription qui est la meilleure pour lui. Ça, c'est notre rôle en fait. Mais bien souvent, si on n'a pas décrypté ce qui se passait pour le patient, il est toujours dans une zone émotionnelle sur laquelle il n'est pas à votre écoute. Et du coup, lui, il est resté dans sa bulle et vous n'avez pas réussi à l'amener là où vous devez l'amener pour qu'il comprenne que vous n'allez pas forcément aller sur sa prescription, ou en tout cas sur ce qu'il a envie. Donc, quand on est dans l'assertivité, c'est de décrire ce qui est en train de se passer, de rester dans le factuel, pas mettre d'émotion. C'est vraiment, vous avez mal au genou parce que vous êtes tombé du vélo. Voilà, ok. Après, vous avez mal au genou depuis hier soir à la suite du vélo. Ça, on va décrire un fait. C'est ce qui est en train de se passer. Décrire, exprimer, spécifier et conclure. Donc, décrire, c'est rester vraiment dans le factuel. C'est un fait. C'est uniquement un fait. Exprimer, c'est vous êtes en train de passer du temps donc à examiner le genou de votre patient. Et là, c'est pas je pense que c'est vous allez exprimer votre ressenti, vous allez exprimer ce que vous voyez, ce que vous sentez. Donc il n'y a pas de supposition en fait. Alors, il peut y avoir des suppositions, bien sûr, dans certains des diagnostics, mais là, il faut que vous soyez, quand vous vous exprimez dans le E du desk, de cet outil, c'est d'exprimer ce que vous êtes en train de ressentir et donc, du coup, de vous affirmer aussi dans vos propos.
Le C, le S spécifié, c'est la solution que vous allez proposer. Cette solution, elle doit être comprise des deux participants, des deux parties prenantes, donc de vous et bien sûr de votre patient. Et dans cette solution, vous allez proposer quelque chose qui correspond au diagnostic que vous avez mis et posé. Et du coup, soit vous allez prescrire une radio, soit vous allez prescrire d'aller passer un IRM, soit vous allez lui dire, bah non, vous allez juste commencer par un kiné. C'est à vous de décider la solution qui va être proposée. Et de cette solution qui va être proposée, on reviendra sur les slides, Nicolas, si vous voulez. De cette solution qui est proposée, vous allez être dans des conséquences positives pour tous les deux. C'est-à-dire que ce que je vous invite à faire quand on a besoin de dire non par rapport à ce que votre patient attend, c'est pour pas aggraver votre blessure, je vais vous prescrire un arrêt de travail de X semaines, ça va vous permettre de vous reposer, ça va vous permettre d'attendre le rendez-vous de l'examen. Et c'est de trouver, en fait, dans cette conséquence positive, quelque chose où elle vous convient à tous les deux. C'est-à-dire que vous gardez votre expertise et vous affirmez votre expertise, et votre patient comprend la démarche qui vous a amené à aller vers cette conséquence positive. Vous pouvez aussi ne pas faire d'assertivité. C'est-à-dire que votre patient, désolé, arrive, je pourrais mettre 1 € à chaque fois je dis client, je pense que vous pourriez être riche, en disant, ok, je vais lâcher l'affaire et puis je vais lui faire la prescription qu'il veut. C'est votre choix. C'est votre, voilà, ça n'engage que vous. Vous pouvez vous battre en vous disant, mais non, vous n'allez pas sur Internet, ça sert à rien, ce qui est dit, c'est pas du tout ce que vous avez. Et du coup, rentrer en conflit avec votre patient pour lui faire comprendre que Internet n'est pas la solution, ce n'est qu'une bande d'informations sur lesquelles c'est vous l'expert et qui allez affirmer et confirmer de toute façon, parce que c'est vous qui allez donner la prescription à la fin. Ou alors vous donnez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la prescription et puis il s'en va et vous êtes libéré en tout cas de ce conflit. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez utiliser savoir dire non avec un outil comme l'assertivité, il faut partir sur un capital confiance. C'est-à-dire que la confiance, elle est mutuelle. Votre client, votre patient plus vous êtes en confiance. Il vient vous voir parce qu'il a confiance. Si de toute façon la prescription ne lui convient pas, il ira voir quelqu'un d'autre. Il ira voir une autre personne sur lequel il y a un autre praticien, un autre docteur qui lui donnera ce qu'il a envie, s'il n'a pas eu envie, enfin s'il n'a pas eu ce qu'il voulait avec vous. Mais c'est dans le choix et la description de ce qu'on veut faire, c'est d'écrire, utiliser cet outil, ça permet l'assertivité, cet outil du desk permet de dire non et pourquoi vous allez dire non à sa demande et lui proposer en fait une solution qui est beaucoup plus adaptée à sa pathologie, plus adaptée avec une conséquence positive pour vous deux. C'est-à-dire que vous allez garder votre expertise et votre patient, il va partir avec une ordonnance qui correspond vraiment à ce qu'il a besoin. Je pense que j'ai fait le tour, Nicolas. Il y a plusieurs questions qui arrivent. C'est pour ça que je note deux, trois idées en même temps. C'est pour ça que je laisse la tête de temps en temps. Il reste juste les téléconsultations et après on a des questions. Alors, les erreurs à éviter en téléconsultation, c'est juste quelques petits tips en fait. Je vais mettre mon doigt. Voilà, si vous regardez ici, je vous regarde dans la caméra. Et très souvent, on a l'envie de regarder plus bas. En fait, on regarde son écran. Seulement, la personne qui est en face, elle ne sait pas si vous la regardez ou est-ce que vous regardez. Quand on est en téléconsultation et qu'on est dans l'ici et maintenant,
peut-être que autour de votre point vert qui est la caméra, vous pouvez mettre des petits smileys, quelque chose qui va attirer votre œil et ramener votre œil vers la caméra pour bien être présent dans l'écoute active. Assurez-vous du son, puisque des fois on vous entend pas, ou assurez-vous que votre patient a bien mis le son à fond pour qu'il puisse vous entendre et qu'on puisse communiquer. Assurez-vous aussi de lui dire ce que vous êtes en train de faire. Si vous commencez à prendre des notes, peut-être dites-lui de façon à ce qu'il n'y ait pas de suspicion. Tiens, il est encore sur son téléphone ou il m'écoute pas. Ça va assez vite quand l'écran permet pas vraiment d'être en lien en fait. Le mettre en alors on parlait de mettre en confiance l'arrière-plan, c'est que la téléconsultation, ça peut être aussi dans votre cabinet. Et dans votre cabinet, vous pouvez avoir l'image et les images que votre patient connaît d'habitude, en fait. Vous pouvez faire un arrière-plan, du coup, faire une photo de votre cabinet et le mettre sur votre réseau social de façon à ce que derrière, quand vous êtes en téléconsultation, le patient peut voir que vous êtes dans vos locaux, même si vous n'y êtes pas. Alors, la posture du corps, comment on peut faire dans le non-verbal? Voilà, je le fais sur la vachie, sur le retour, le mécontentement, les bras pliés. En fait, c'est difficile, c'est souriez, vous êtes filmé parce qu'en face de vous, effectivement, il y a quelqu'un. Et puis, c'est votre attitude, votre geste, si vous le visage, comment vous allez interpréter ce que la personne va vous dire. Voilà, essayez de garder le sourire parce que c'est comme ça que vous pourriez, et en tout cas, favoriser la communication avec votre patient et le mettre en confiance. Donc, si on disait à retenir, moi, ce que j'aime retenir, c'est être dans l'ici et maintenant. Ça, je le dis beaucoup à mes clients parce que si vous êtes déjà parti, vous loupez la majorité de ce que votre client a à vous dire. Entrée et sortie de la consultation, c'est à quel moment vous êtes présent et à quel moment vous ressortez. Ça, c'est juste quand on rentre dans quand vous rentrez avec votre patient en consultation, est-ce que vous êtes avec lui directement quand vous allez le chercher dans la salle d'attente? Est-ce que déjà vous êtes là rien que présent pour lui? Et puis une fois que vous ouvrez la porte de votre cabinet, vous sortez de cette consultation et vous avez libéré votre esprit et votre charge mentale par rapport à ça. C'est à quel moment en fait vous êtes avec lui et vous sortez d'être avec lui dans cette consultation. Troisième chose, c'est on peut pas plaire à tout le monde. Donc, même si vous voulez satisfaire tout le monde, il y a des gens avec qui, des patients avec qui vous pourrez pas, vous pourrez pas satisfaire parce que tout le monde ne nous plaît pas et on ne plaît pas à tout le monde, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs. Et puis, la chose, c'est que vous êtes l'expert. Donc, c'est à vous de décider ce qui est bon pour votre patient. Et soit il prend, j'oserais dire, soit il prend pas. Mais en tout cas, il faut rester avec vos compétences et pas vous mettre le doute sur ce qu'on vous amène avec les internets et les histoires des uns et des autres. Vous n'avez pas fait 10 ans d'études pour que Internet rivalise avec ce que vous êtes en train de proposer, en tout cas. Le chat GPT maintenant. Merci beaucoup, Christelle. J'espère que j'ai été assez claire. Certainement pas. Parce qu'il y avait plein de choses à dire. Donc, on va revenir sur plusieurs choses. Maintenant, la question qui reste en suspens, c'est vous qui avez participé, qu'avez-vous envie d'appliquer dès demain? Je retiens Nicolas, une chose, c'est que... Je vous entends pas. Allô? Non? Vous m'entendez pas? Non? Un doute. Hop. J'ai perdu le micro, Nicolas. Ouais, non, moi, bon, si tout le monde entend. Bon, ils entendent. Ce que je retiens, c'est qu'il faut assumer ses choix clairement, les exprimer, que si le patient va voir un autre, finalement, c'est son choix, mais que nous, qu'on soit
sûrs de nous et que finalement ce sont nous les experts, et que finalement on a un peu les patients qui vont nous ressembler en majorité, euh, et pouvoir créer cette confiance entre nous. Un problème de micro, Christelle. Alors, je vais poser des questions par écrit à Christelle, du coup. Hop. Un, deux, trois. Non. Il y avait une question sur comment. Alors, attendez, je reprends les questions. Hop. Euh, Je suis désolée si vous entendez, moi je ne vous entends plus. bon. Et je ne peux malheureusement pas répondre. Alors, on essaiera de répondre aux questions. Ah, ça y est, Si, c'est bon. voilà, Alors, il y ça y avait une est. question. Très bien. Il y avait une question, Christelle, sur comment gérer les patients tactiles quand on ne l'est pas, sans que le patient le prenne mal. Alors, c'est une question, on en parlait. Gérer des patients tactiles, en fait, vous n'avez pas, il faut lui demander, si vous n'avez pas envie d'être tactile, vous n'avez pas l'obligation d'être tactile. Là, on est dans une relation professionnelle, donc d'adulte à adulte. Vous pouvez très bien dire que vous n'êtes pas, vous n'avez même pas à vous justifier d'ailleurs. Hein. Le patient, il est là dans une distance. On parlait des 20 premières, des 20 centimètres. Il y a un espace dans lequel vous êtes. Et votre patient, vous n'avez pas besoin de le laisser et vous n'avez pas à le laisser rentrer dans votre espace. Donc, les gens qui sont tactiles, c'est des gens qui ont besoin d'être réconfortés ou, voilà, pour X raisons, ils aiment en fait. Moi, alors, je reviens sur ce que je dis, pardon, mais ce que je vous suggérerais en fait, c'est que la confiance, elle peut être amenée par autre chose que le tactile. Et donc peut-être que c'est dans le vocabulaire que vous pourriez réconforter, mettre des mots de réconfort pour que votre patient n'ait pas envie d'être tactile avec vous. Vous n'avez pas à être tactile. Ça marche. Il y avait une question sur qui a eu une première réponse de la communauté aussi, sur comment gérer le temps de la consultation quand il y a plusieurs demandes et que le patient parle beaucoup. Alors, on avait parlé de priorisation, effectivement. Dans l'écoute active, quand vous allez écouter votre patient, il va arriver et il va en général déverser tout ce qu'il a à vous dire. Quand vous allez faire les prises de notes, vous allez noter et reformuler. Et c'est à ce moment-là, dans la reformulation, si j'ai bien compris, vous me dites qu'il y a ça, ça, ça. Pour vous, quelle est l'importance si on devait juste traiter une première chose d'abord, laquelle on traiterait ensemble? Ça peut du coup permettre de prioriser ce que votre patient est venu chercher. Parce qu'il y a par quoi on commence en fait. J'entends bien que vous avez 2-3 problèmes aujourd'hui à me soumettre, mais par lequel souhaitez-vous qu'on puisse commencer? Lequel est le plus important pour vous? Et ça, quand vous allez avoir fait de l'écoute active et que vous allez avoir pris vos notes, et que vous allez reformuler, vous allez pouvoir prioriser à ce moment-là. Et en demandant si, pour que ce soit win-win, toujours demander aux patients, est-ce que ça vous convient si on fait je sais pas, ces Oui. deux sujets-là aujourd'hui? Et il y avait une réponse de Johanna qui disait, bah voilà, pour que je m'occupe bien de vous, pour que je puisse bien faire mon travail, on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui, mais voilà, peut-être deux choses. Vous, ça vous paraît important, peut-être ce sujet-là. Moi, j'aimerais bien aussi, je pense que celui-là est important aussi, on va peut-être essayer de faire les deux. Et après, on voit, il y a pas de stress, on peut prendre notre temps. Alors, Donc, bien prioriser. Et ça, c'est au moment de la reformulation. oui. Voilà. Moi, Et c'est personnellement, d'être en accord. une fois qu'ils ont un peu déversé tout leur demande, je leur demande, c'est tout, ou est-ce qu'il y aura ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà. J'essaie d'avoir la liste complète au début de la consultation pour pouvoir prioriser, mais il y a toujours les surprises de fin de consultation. Oui, On est et c'est habitué. pour ça que quand on reformule, Nicolas,
Si j'ai bien compris ce que vous me dites, c'est ça. Donc là, on va sur un sujet, un fait. C'est d'essayer de restructurer, reformuler avec le fait. Donc, pour revenir sur le desk, c'est d'écrire les faits, les faits, donc le sujet. Et ben là, sur la reformulation, c'est quand vous reformulez phrase par phrase et point par point. Si vous reformulez en disant, bon, alors ce qui je comprends bien, vous avez mal au genou, vous avez mal à l'épaule, et puis vous avez un problème de médicaments, ça c'est de la mauvaise reformulation dans le sens où vous remélangez en fait les trois sujets. Donc le premier sujet, si je comprends bien le premier sujet, vous avez mal au genou parce que vous êtes tombé. Ok. Le deuxième sujet, c'est vous avez ceci parce que cela, ok. Et le troisième sujet, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, dans ces façons dont vous allez décanter la reformulation, structurer votre formulation, vous arriverez presque à l'outil en fait du desk. Vous allez décrire, vous allez exprimer, et après, une fois que vous aurez fait la consultation, vous n'aurez plus qu'à spécifier et à conclure. Mais ça vous permettra aussi à ce moment-là de prioriser, effectivement, Nicolas, de dire, bon, bah, je pense que, voilà, est-ce que nous avons tous les éléments par rapport à ce que vous vouliez me dire, oui ou non, et la personne vous répond. Donc, on va commencer par cette problématique-là, parce que je pense que c'est la plus importante. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en êtes d'accord? Parce qu'à un moment donné, c'est à vous aussi, en tant que peut-être médecin, de voir ce qui est important dans la pathologie de ce que la personne vous amène. Il y a les deux. Et une dernière question, après on a déjà dépassé un peu le temps. Pour les patients qui parlent beaucoup, qui enchaînent, et qui peut être aussi une histoire d'anxiété, j'imagine, comment est-ce qu'on fait pour leur couper la parole sans qu'ils le prennent mal, pour autant qu'ils puissent le prendre Alors, il y a des phrases, les phrases toutes simples, c'est hyper intéressant ce que vous êtes en train de me dire, et je comprends bien que vous ayez toutes... voilà, je comprends bien, je comprends, je vous comprends, je vous écoute, je vous comprends. Maintenant, si vous me permettez, il y a trop d'informations, donc on va résumer ensemble. Donc, il y a ce point-là, et là, on revient sur... Il y a ce premier point que vous avez amené, et là, c'est là où on voit la priorisation. Vous me parlez... D'accord? Ok, on est d'accord. Vous m'avez parlé de ce deuxième point. Qu'est-ce que vous voyez? Et c'est en ramenant dans la reformulation que vous montrez que vous l'avez bien écouté, que vous avez pris vos notes. Donc, pour le traitement des juridictions, c'est plus facile. Et du coup, ça permet aussi de faire des questions fermées. C'est oui ou c'est non. Si vous allez sur des questions ouvertes, vous ramenez le débat et vous ramenez en fait la personne à parler. Et là, effectivement, ça va aller crescendo, et puis ça va faire ce qu'on appelle aussi dans l'assertivité le disque rayé. C'est-à-dire que la personne, elle va vous reparler des mêmes choses. Okay. Donc c'est une formule, une façon de faire, c'est de dire voilà, il y a plein de choses aujourd'hui à voir ensemble. Donc vous reprenez les rênes de la discussion. C'est à vous de remettre le dialogue de la façon dont vous souhaitez, avec des questions fermées. C'est plus facile, me semble-t-il. Surtout pas oublier que les gens nous font confiance, au personnel soignant en général. Donc, oui. Donc finalement, voilà, il faut juste que nous aussi on ait confiance en nous et qu'on ait conscience de notre expertise et de notre valeur. Oui, juste en aparté, très souvent les gens ont envie de parler au moment où ils se lèvent et vous ouvrez la porte. Et c'est là qu'il y a des choses qui peuvent se dire ou pas, mais comme vous êtes entre la sortie de votre cabinet et le couloir où tout le monde peut entendre, c'est à vous, en fait, au moment où vous ouvrez la porte, d'être un petit peu plus petit autoritaire et de saluer la personne en clôturant le sujet, et ne pas aller ou vous laisser tenter de lui dire que vous avez envie de réengager une conversation. C'est vous l'expert. Super. En tout cas. Merci infiniment. Désolé parce qu'on a dépassé un petit peu le temps qui nous est imparti, mais c'était passionnant. Il y aura probablement d'autres lives sur des thèmes un peu connexes, parce que ça soulève plein d'émotions et plein de réactions, et c'est bien et c'est normal. Je vous souhaite
tous, enfin, Christelle, encore un grand merci de nous Merci avoir fait Nicolas. l'amitié d'animer ce live. J'espère qu'on aura Merci l'occasion beaucoup. d'en refaire d'autres Merci. dans Avec un plaisir. futur proche. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente après-midi. Prenez soin de vous. Vous êtes des experts, vous avez de la valeur, les gens vous font confiance. Une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Au revoir. Au revoir.